C'est au cœur de l'Himalaya que le Gange prend sa source. Bien plus qu'un fleuve, Ganga est une déesse descendue sur terre pour sauver l'humanité. Commencé à Bénarès, la ville sainte de l'hindouisme, notre voyage va se poursuivre au Bengale, que nous allons traverser au fil de l'Hooghly jusqu'à la fascinante Calcutta. Fleuve sacré, source de vie, le Gange est aussi un axe de communication qui joue un rôle essentiel dans l'expansion des grands empires de l'Inde. Alors qu'ils viennent des steppes du Nord, les Moghols choisissent les rives du Gange pour installer une de leurs plus belles capitales, Allahabad. C'est depuis le sud et leur comptoir de Calcutta que les Britanniques, remontant le cours de l'Hooghly, contrôlent le Bengale puis l'ensemble de l'Inde. Depuis les ponts du Sukhafa, nous allons être les observateurs attentifs de la vie du fleuve avant de mettre pied à terre pour découvrir les villes qui gardent le souvenir de ces longs siècles d'histoire. Naviguer sur l'Hooghly ne pose aucun problème. On peut même naviguer la nuit parce que le niveau d'eau dans le chenal est très stable. Du 1er octobre jusqu'à la fin mars, c'est la meilleure saison pour naviguer. Après le 15 mars, le mauvais temps arrive. Et là, la navigation est alors plus difficile. Par ailleurs, en juin et juillet, durant la mousson d'été, le niveau d'eau monte et le courant devient très fort. Pour les bateaux puissants, ça ne pose pas de problème, mais les autres n'arrivent pas à avancer. C'est la raison pour laquelle on arrête pendant 3 mois et on reprend les croisières dès le 1er octobre. Avant d'arriver à Janjipur, la première ville sur notre parcours, le capitaine décide de jeter l'ancre devant un petit village. Jeu de couleurs, d'ombre et de lumière. Nous avançons en silence pour ne pas rompre le charme de l'instant et la légèreté de l'atmosphère. Un peu à l'écart du village, 2 jeunes garçons commencent une partie de pêche. Il y a beaucoup de poissons ici. C'est pour ça qu'on vient. On pêche tous les 2-3 jours et chaque fois on en attrape. On achète le filet au marché. À la maison, je fabrique le cadre. Et après, on vient pêcher ici.
On adore pêcher. C'est notre passion. On s'amuse bien et je me sens bien. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à pêcher. Quelques rares ponts enjambent l'oubli. Au niveau de chaque village, ce sont donc des bacs qui assurent le passage. Le plus souvent, ils sont gratuits. La technique est simple. Les bateaux étant attachés à des cordes reliant les deux rives, il suffit de tirer dessus pour avancer. Janjipur est une petite ville d'environ 20 000 habitants. Le pont moderne qui enjambe le fleuve n'empêche pas les ferries de continuer leur noria entre les deux rives. Dans cette ville, tout tourne autour du commerce. Les piles du pont qui disparaissent sous les étalages en sont la meilleure preuve. Au bazar tout proche, on trouve naturellement de tout. Mais ce qui domine, ce sont les boutiques de textiles. Cachemire, pashmina, soie, brocart ou simple coton, les tissus indiens ont conquis le monde dès le XVIIIe siècle. Mais ces tissus ne sont jamais aussi beaux que sous la forme d'un sari drapé avec élégance, comme seules les Indiennes savent le faire. Ici, on trouve tout type de sari en coton et en soie. Des dhotis et des draps. On trouve les mêmes choses ici qu'à Calcutta. Bien sûr, à Calcutta, il y a des produits de très bonne qualité. Mais si les gens rêvent d'aller à Calcutta et dépensent 100 000 roupies, c'est avant tout qu'ils ont envie de se promener et de découvrir la ville. Avant, seuls les hommes venaient acheter ici, mais maintenant on reçoit aussi les femmes. On s'est modernisé. On vit un peu plus comme dans les grandes villes. Alors que le soleil se couche sur Janjipur, nous regagnons le Sukafa où se produit un groupe de musique traditionnelle. Avant même le lever du soleil, le capitaine a repris sa route vers le sud. Quand nous nous réveillons, le Sukafa est à l'ancre en pleine nature. Avec l'annexe, nous nous rendons au village de Boronagar.
milieu de cette luxuriante végétation, le village de Boranagar cache un véritable trésor. Il y aurait eu ici, selon les habitants, 107 temples construits au XVIIIe siècle par un roi du nom de Nator. Son ambition aurait été d'en construire 108. 108, chiffre sacré de l'hindouisme pour égaler l'ancienne cité de Kashi, c'est-à-dire Bénarès. Il subsiste aujourd'hui quelques dizaines de temples en briques rouges, dont la forme des toits rappelle celle des huttes bengalis. Certains sont richement décorés de sculptures en terre cuite. Il y a 4 temples dont les façades sont décorées de statues de déesses et de dieux. Kali, Ganesh, Lakshmi Sarasvati et un grand nombre d'autres divinités parmi les 33 000 que compte la religion hindoue. Le temple qui est en face de moi raconte l'histoire du roi Ramachandra, sa naissance, sa retraite spirituelle dans la forêt, jusqu'à sa mort. C'est cette histoire que racontent les sculptures en terre cuite. Je suis fière d'habiter ici et de voir le plaisir des visiteurs qui découvrent ces lieux. C'est une vraie chance de vivre dans cette ambiance agréable entourée de chefs-d'œuvre. Le Sukafa reprend sa route vers le sud en direction de Calcutta. Nous approchons de Murshidabad, l'une des villes les plus importantes de l'histoire du Bengale. Et les minarets qui dessinent la silhouette de Murshidabad nous renvoient à l'histoire de la présence musulmane en Inde. Au XIIIe siècle, les sultans de Delhi s'emparent du pays avant d'en être chassés 3 siècles plus tard par les puissants empereurs moghols. Quand au début du XVIIIe siècle, le pouvoir moghol s'effondre à son tour, il laisse la place au royaume des Maharajas hindous et des Nababs musulmans. Murshid Quli Khan devient ainsi en 1704 le premier nabab indépendant du Bengale. C'est lui qui fait construire la mosquée Katra en prenant comme modèle la mosquée de la Mecque.
Pendant quelques années, les Nababs de Murshidabad régnèrent en maître sur le Bengale. Siraj, le petit-fils du fondateur, attaqua même les Britanniques à Calcutta en 1756. Mais sa défaite l'année suivante à la bataille de Plassey mettra un terme à l'indépendance des Nababs. Bien que dépourvus de tout pouvoir, les Nababs sont maintenus en place par les Britanniques qui construisent à leur attention en 1837 le palais Hasardwari, surnommé le palais des 1000 portes. Une époque glorieuse que regrette le petit-fils du dernier Nabab. Être Nawab aujourd'hui, ça veut dire faire partie de la grande famille des Nawabs. Nos ancêtres ont vécu ici, mon grand-père a régné ici. S'il y a des Nawabs dans notre famille, on le doit aux Anglais et pas au gouvernement indien. Tant que les Anglais avaient le pouvoir, on était honorés, respectés, on avait du prestige. Mais après l'indépendance, le gouvernement indien nous a écrasés. Je n'ai plus aucun pouvoir aujourd'hui. Le gouvernement nous a tout saisis. Nos propriétés appartiennent aujourd'hui à l'État. Il a transformé en édifices publics, en monuments, les biens qui appartenaient aux Nawabs. Le seul pouvoir qui me reste, c'est l'amour et le respect que je te donne et que tu me donnes en retour. Le palais Hasardwari a été rénové et abrite aujourd'hui un musée de l'histoire des Nababs. Un destin que ne partagent pas toutes les demeures de cette époque. Nous avons passé la nuit à Murshidabad. Au matin, le temps a changé. Le ciel est encombré de lourds nuages gris. Nous reprenons notre navigation en direction de Plassey, notre prochaine escale. Le manager du Sukhafa a réquisitionné une armée de rickshaws pour conduire les passagers vers le site historique de Plassey. Nous prenons les passagers au bord du Gange, près du Ghat. On regroupe les clients, on les conduit soit à la gare, soit au temple, soit à l'ashram. Après avoir fait ce tour, on les ramène au bord du fleuve ou à la gare. Au début, je travaillais avec un rickshaw de location. Après, avec mes économies, j'ai acheté mon propre rickshaw.
J'ai obtenu ma licence. Ainsi, avec 2 à 4 passagers par jour, je gagne à peu près ma vie. On transporte aussi bien les habitants d'ici que les touristes. On leur fait visiter la région et on est content quand ils partent heureux. C'est là, dans ce décor champêtre, que s'est joué le destin de Siraj, le nabab de Murshidabad. Got defeated and how the entire thing took place. There was a channel of river Bhagirathi. There was a channel of the river Bhagirathi. One side, this was the Clive's army, artillery, cavalry, infantry, and the cannonballs. And the cannons were there. Regarding the Nawab's army, it's the La région du Bengale a toujours été connue pour être le gâteau au chocolat de l'Inde. Et tous, que ce soit les Anglais, les Français, les Hollandais ou les Allemands, tous voulaient manger ce gâteau au chocolat qu'était le Bengale. La bataille historique de 1757, à l'issue de laquelle le dernier nawab du Bengale, Siraj-ud-Dowlah, a été battu par les troupes de Clive, malgré l'aide de la Compagnie française des Indes orientales, cette bataille a vraiment changé le cours de l'histoire pour l'Inde. C'est à partir de là que l'on peut affirmer que l'Inde est entrée dans l'ère moderne. Comme souvent, le Sukhafa a jeté l'ancre au milieu de l'Hooghly et c'est avec l'embarcation traditionnelle qui sert d'annexe que nous nous dirigeons vers le village de Matiari. L'ambiance des villages de campagne s'est évanouie avec le bleu du ciel. La journée s'annonce rouge. Rouge comme le symbole du Parti communiste indien et comme le feu qui brûle dans le four de cette petite usine. À Matiari, toute la ville travaille le métal. Chauffé à 1000 degrés, ramolli, le bloc de métal cylindrique va être laminé jusqu'à obtenir des galettes que d'autres ouvriers de la ville viendront chercher, une fois refroidis, pour les façonner. La ville est organisée en quartiers.
Chacun d'eux a sa spécialité. Quelques rues plus loin, nous arrivons ainsi dans le quartier des graveurs. On fabrique des carafes, des seaux, des cruches et même des kolchis, des cruches un peu plus grosses. On fabrique plusieurs sortes d'objets, comme par exemple les chilimchi. Ce sont des objets couramment utilisés par les musulmans, mais il arrive que les hindous les utilisent aussi. Ah, je vous assure, je suis totalement incapable de faire tout ce travail moi tout seul. Moi, je fais ma part. D'autres artisans, par exemple, s'occupent du polissage. Ensuite, moi, je m'occupe de graver des motifs. Et puis après, c'est le grossiste qui s'occupe de tout vendre sur le marché de l'Inde. Le Sukhafa a repris sa route. Notre prochaine escale, Mayapur, est à une 60aine de kilomètres. La proximité de Calcutta se fait chaque jour sentir un peu plus. Plus d'activités, plus de monde. Les petits bacs des premiers jours ont cédé la place à de grosses embarcations à moteur. C'est à bord de l'une d'elles que nous nous rendons au temple de l'ISKCON, Association internationale pour la conscience de Krishna, plus communément appelée Hare Krishna. Le temple attire un lot continuel de visiteurs. Des touristes, bien sûr, mais également un grand nombre de fidèles. Ce temple est l'un des 150 que l'ISKCON possède à travers le monde. En Inde, en Angleterre, en Australie et aux États-Unis, où le mouvement est né en 1966, fondé par Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un maître hindou originaire du Bengale. Son précepte est simple.
il faut s'éveiller à la conscience de Krishna pour libérer l'individu et sauver le monde. Le chemin qui y conduit passe par la musique, le chant et la répétition à l'infini du nom de Krishna, plus quelques autres principes que nous rappelle l'un des hauts responsables du temple. Nous avons 4 règles de vie à respecter au temple Hare Krishna. Ces principes sont par exemple de ne pas manger de poisson ou d'œufs, pas de sexe en dehors du mariage, pas de jeu, pas d'excitant, même le thé ou le café. Chacun doit se lever très tôt le matin, prendre son bain, puis aller au temple pour les cérémonies et y demeurer ensuite pour danser et chanter les noms sacrés. Chacun fait son travail quotidien et revient généralement le soir pour chanter et danser à nouveau Hare Krishna. Cette nouvelle navigation va nous conduire jusqu'à Kalna. Si les nouvelles croyances comme celle de Hare Krishna se développent avec tant de facilité, c'est que l'Inde est depuis des millénaires une terre de spiritualité. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le sikhisme, le jaïnisme, sans jamais se confondre, se répondent et s'inspirent au fil des siècles. Ce nouvel arrêt du Sukafa va nous en apporter la preuve. Nous arrivons à Kalna, qui possède un remarquable ensemble dédié à Shiva. Le chiffre sacré de 108, que rêvait d'atteindre le roi Nator à Branagar, s'exprime ici dans toute sa force. 108 temples forment 2 cercles concentriques, 74 à l'extérieur, 34 à l'intérieur. Encore plus rares, les Shivalingas, qui se trouvent à l'intérieur de chaque temple, sont alternativement blancs et noirs. À une portée de bicyclette de Kalna, nous découvrons un édifice étonnant, consacré à l'islam cette fois. Cette forteresse, dotée à chacun de ses angles d'un minaret,
est un imambara, une école coranique. Elle a été construite au XVIIIe siècle par le nabab Haji Mohammad Moshim, dont on continue aujourd'hui encore à honorer la mémoire. Nous fêtons la cérémonie du Mohorom. C'est une cérémonie de deuil pour le Haji Mohammad Moshim, le fondateur de cet imambara. Cette cérémonie se déroule pendant 40 jours. Durant cette période de deuil, on dispose des drapeaux noirs un peu partout pour symboliser notre chagrin. Les rives de l'oubli, sur lesquelles nous avons repris notre navigation, ont résolument changé d'apparence. Fini les champs et les villages, nous progressons désormais en milieu urbain. C'est depuis cette région du Bengale que va se dessiner au XVIIIe siècle le nouveau visage de l'Inde. Occupant progressivement le territoire de l'ancien empire moghol, les Britanniques s'imposent depuis le Bengale sur l'ensemble de l'Inde. Les autres puissances coloniales, les Hollandais, les Danois, les Portugais et les Français, ne parviennent à maintenir que quelques comptoirs. Occupé par les Français dès 1697, Chandernagore ne recouvrera son indépendance que le 15 août 1952. L'ancien palais de Duplex, le premier gouverneur de Chandernagore, est aujourd'hui occupé par l'Institut culturel franco-indien. Ce que je sais sur la présence française en Inde, c'est qu'à l'époque, la plus grande partie du pays était contrôlée par les Anglais. Il y a cependant quelques endroits où les Français ont réussi à s'installer pour faire du commerce, comme Mahé, Yanaon, Pondichéry ou Chandernagore. C'est sous le gouvernorat de Duplex, de 1731 à 1742, que l'activité a été la plus prospère. À partir de cette époque, il y a eu des gouverneurs français à Chandernagore. Les habitants surnommaient la ville Farajdangat, c'est-à-dire la ville des Français. Parce qu'ici, quand on marche là-bas en Rio, parce que tous les systèmes, quand le gouvernement de français reste ici, maintenant c'est totalement détruit et seulement le musée français, parce que les hommes, c'est pas beaucoup de culture, ils ne savent pas beaucoup de culture, ils ne savaient pas beaucoup de l'histoire aussi française, seulement beaucoup de personnes qui savaient, d'accord, le français gouvernement reste ici, c'est la colonie de français, et c'est ça.
Quittant Chandernagore, nous reprenons notre voyage vers sa destination finale, Calcutta. C'est dimanche. Nous décidons de commencer notre journée sur le Maïdan. Promeneurs, cavaliers, joueurs de football et de cricket. Le Maïdan de Calcutta, c'est un peu la campagne au cœur de la ville. On y croise même quelques bergers qui mènent leurs troupeaux jusqu'ici, sans se soucier de la présence de l'imposant mémorial de la reine Victoria, impératrice de l'Empire des Indes. Lundi matin, le charme dominical s'est évanoui, Calcutta est en mouvement. Les gares étaient les cathédrales de l'ère industrielle et coloniale. Celle de Calcutta témoigne de l'époque où la ville était la capitale du Raj, l'empire britannique des Indes, qui comprenait en plus de l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie et le Sri Lanka. Au début du XXe siècle, Calcutta est un foyer actif de la lutte pour l'indépendance. C'est la raison pour laquelle le pouvoir colonial est transféré à Delhi en 1931. Un temps affecté par cette décision, la ville a repris sa marche en avant et compte aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants. Sur les bords de l'Ougli, le centre historique et colonial de Calcutta, c'est Bibidi Bag. Bibidi pour Benoy, Badal et Dinesh Bag, 3 jeunes combattants qui, en 1930, ont abattu l'inspecteur général des prisons alors que celui-ci se trouvait sur un balcon du White House Building, le plus célèbre immeuble en briques rouges de la ville. Dans un pays à la démographie galopante, gagner sa vie et faire sa place au soleil est une nécessité. À ce petit jeu, les cuisiniers de rue et les marchands de thé sont les plus malins. Surtout quand ils réussissent à s'octroyer un bout de trottoir dans les quartiers d'affaires. Dans cette ville en marche où les souvenirs de l'époque coloniale s'effacent peu à peu, le respect des traditions religieuses fait partie du quotidien des Bengalis, même si cela s'apparente parfois à de la superstition. Un simple geste, une donation, une prière. Le dieu Shoni est le gardien de ce carrefour et ses colères seraient légendaires. Malheur donc à celui ou à celle qui passerait devant lui avec indifférence. Comme dans chaque village des bords du Gange,
les habitants de Calcutta continuent à venir prendre leur bain rituel sur les Ghats, au pied du célèbre pont Howrah. Un peu plus loin, sur les bords de l'Hooghly, juste au pied du pont métallique, se tient peut-être le plus incroyable marché aux fleurs du monde. Il y a des habitués et des clients de passage. Les fleurs que l'on vend ici sont pour les mariages, pour les offrandes religieuses ou pour les décès. On en vend aussi pour la fête d'Annaprashan, quand les petits garçons ont 1 an, pour les anniversaires. J'ai peint des plumes de poule avec des couleurs vives. Ensuite, j'ai disposé les plumes sur cette couronne. C'est une couronne pour une mariée. Quand je suis en train de fabriquer, je laisse aller mon imagination. J'improvise. Je ne choisis pas les couleurs à l'avance. Chaque jour, ce sont plusieurs centaines de tonnes de fleurs qui se transforment ainsi, entre les mains de ces artistes, en œuvres d'art éphémères. Comme dans l'ensemble du Bengale, toutes les religions cohabitent à Calcutta, chacun affirmant avec fierté son appartenance religieuse. La foule est en mouvement perpétuel. Tramways, bus, voitures, rickshaws et piétons se croisent en un fascinant ballet. Au pays des 33 000 dieux, il y en a sûrement un chargé de la circulation. College Street est le quartier des libraires et le siège de l'une des institutions les plus célèbres de la ville, le Coffee House. Netaji Subhash Chandra Bose, Gandhi, Chittaranjan, Rabindranath Tagore, ils étaient tous des habitués du café. Toutes les personnes célèbres de l'Inde viennent au Coffee House, certaines même quotidiennement. Le Coffee House est le centre de vie des écrivains, des gens de la culture, des artistes, des politiciens et des philosophes. Les libraires de College Street entretiennent à leur façon la tradition de Calcutta, ville d'artistes et de poètes, vivier culturel du Bengale. Les Bengalis ont une grande envie de comprendre l'inconnu. Ils adorent la lecture. Il faut absolument apprendre à lire le bengali. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon fils et ma fille.
Commencé dans les lueurs de l'aube à Bénarès, c'est à Calcutta, dans la douceur du crépuscule, que s'achève ce voyage initiatique à la rencontre du Gange. Jour après jour, dans chaque ville et dans chaque village, nous avons pu mesurer combien puissant est le lien qui unit les habitants de ce pays à leur fleuve, le Gange, fleuve sacré des hindouistes et source de vie de tout un peuple.